Madame, Monsieur, bonsoir. Processus de Doha. Est-ce que ça existe encore ou non? Est-ce que le processus de Doha existe encore ou non? Parce que il n'y a plus de nouvelles. Où est-ce qu'on en est? Et que faire? Que faire pour que la République démocratique du Congo amène les puissances occidentales à soutenir sa cause par rapport à la guerre d'agression, à l'occupation du Nord et du Sud Kivu qui se prolonge? Nous allons en parler dans cette émission avec un invité qui n'est plus à présenter. Il s'agit du docteur Silas Mimile Makangu. Bonsoir. Bonsoir Ambroise. Docteur Silas, vous êtes professeur à l'UPN. Vous êtes spécialiste des questions liées à la géopolitique et la géostratégie et consultant en leadership. C'est bien ça. Comment vous allez, professeur? Eh bien, on va très bien. Très bien. Ouais. Ça fait longtemps que je vous ai eu sur ce plateau. Oui, ça fait très longtemps, très longtemps. Compte tenu de ces multiples occupations, ça a toujours été un plaisir d'être sur votre plateau. Un plaisir. Oui. Lorsque je vous ai sur ce plateau, le plaisir est partagé. Ah, merci beaucoup. Ne vous en faites Et j'apprends tellement beaucoup de vous. Eh bien, moi aussi, j'ai beaucoup appris avec vos dernières tribunes. Ah, merci beaucoup, professeur. Alors, aujourd'hui, on va parler de cette question liée au processus de Doha. Que faire pour amener les puissances occidentales à soutenir la cause de la RDC? On va également revenir sur la condamnation de Joseph Kabila. A-t-elle un impact sur ce processus? On commence d'abord par Doha. Lorsque vous regardez Doha aujourd'hui, ça commence quelque part. On a signé une déclaration de principe un certain 19 juillet 2025. On a annoncé d'ailleurs un accord final dans l'imminence, mais rien jusqu'à aujourd'hui. Oui. Lorsque vous observez les choses, comment est-ce que vous trouvez? Ben écoutez, mon cher ami, comme beaucoup d'autres Congolais, beaucoup d'autres observateurs et analystes, j'étais de ceux-là qui ont cru que Doha ne serait pas un processus de plus, mais plutôt un processus qui allait apporter un plus dans notre démarche vers le retour véritable de la paix. Mais ma crainte aujourd'hui, sans vouloir être pessimiste, sans être prophète des malheurs, je peux me permettre, en tant qu'analyste, observateur, de mettre une crainte. La crainte que je peux émettre aujourd'hui, c'est que Doha connaisse le même sort que Luanda, que Nairobi. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que nous partons d'un processus à un autre. Et nous pensons que ce passage d'un processus à un autre est une avancée en soi, mais en réalité, les choses n'évoluent pas. Les choses n'évoluent pas parce que l'évolution, en réalité, du point de vue pragmatique et même stratégique, devrait aboutir au retour de la paix. Pas seulement la cessation des hostilités, pas seulement la cessation des guerres diplomatiques, verbales et même militaires sur le théâtre des combats, mais l'aboutissement devait être une cessation des hostilités qui devrait avoir comme fondement, comme fondation, une paix véritable, de manière à ce que les 7 millions de Congolais qui sont en déplacement puissent retrouver leurs lieux habituels. Permettre à l'État congolais de pouvoir reprendre les territoires occupés aujourd'hui par le mouvement rebelle, mais aussi renvoyer les troupes rwandaises qui cesseraient en principe de violer l'intégrité de notre territoire, ce qui est déjà une violation lourde du point de vue du droit international. Alors, aujourd'hui, l'on peut constater que les deux parties invités à Doha, qui se rencontrent à Doha, c'est-à-dire la partie gouvernementale et la partie rebelle, on peut se rendre compte aujourd'hui qu'il y a une sérieuse crise de confiance et de crédibilité. Crise de confiance. Crise de confiance. Or, on ne peut pas, lors des négociations ou de pourparlers entre deux parties en conflit, prétendre à un aboutissement heureux si les deux parties ne se font pas confiance. Parce que depuis que l'on a décidé de s'asseoir autour de la table pour pouvoir trouver une résolution qui puisse satisfaire les deux parties, on se rendra compte que même les cessez-le-feu que l'on a signé
Personne ne Il l'a n'était pas observé. respecté, hein. Personne ne l'a respecté. Et même lorsque vous regardez les sorties verbales, que ce soit dans la partie des rebelles, mouvement terroriste M23, ainsi que du côté du gouvernement, vous allez vous rendre compte que on ne peut pas prétendre à ce jour croire qu'il peut y avoir une fin heureuse partant de Doha. Pourquoi? Ouais. Parce que aussi longtemps que nous continuons dans cette usure, Ah, c'est cet démesuré, hein. endormissement, évidemment parce que aussi longtemps qu'on n'aboutit pas à une signature contraignante Ok. qui contraignent la partie, les rebelles à quitter les territoires occupés, à pousser les troupes rwandaises à quitter les territoires, c'est le gouvernement congolais qui est perdant. C'est ça qui perd. C'est Kinshasa qui perd. Donc cet enlisement, cette usure, cet endormissement ne profite pas au gouvernement congolais et au peuple congolais dans son ensemble, mais profite plutôt et au Rwanda, mais aussi au M23. D'où le gouvernement devait accepter de prendre de la hauteur. De la hauteur. Évidemment. Parce que chaque jour qui passe, c'est le Rwanda qui pille, c'est le gouvernement, c'est les mouvements rebelles qui s'enracinent et qui pourraient pousser nos populations résidant dans ces parties occupées à s'habituer et à dire ça change quoi si on continuait avec ceci. Et c'est là le danger de l'usure. Ça c'est l'usure. C'est l'usure. Qui pourrait faire accepter les populations locales de la situation. De la situation, parce que nous sommes habitués à vivre sans nos comptes bancaires. Oui. Nous sommes habitués à vivre sans l'autorité de Kinshasa ici. Nous sommes habitués finalement à commencer une année scolaire et à finir sans être coordonnés par les ministères de l'enseignement, de l'éducation nationale. Nous sommes habitués à nous construire, nous sommes habitués. Eh bien, cette usure risque de nous mettre devant un état de fait. Et cela, c'est encore à l'avantage de l'ennemi et non pas l'avantage. On va revenir à la conséquence de l'usure. Je reviens d'abord à votre premier constat, ce que vous avez dit au début, vous ne voulez pas être un prophète de malheur. Oui. Doha risque de connaître le même sort que Il est déjà en train de connaître le même sort. Doha est en train d'agoniser aujourd'hui. Mais Nairobi et Rwanda, on parlait des rapports de force par rapport à la facilitation. Cette fois-ci, on a regardé que les Américains qui ont facilité l'accord de Washington, le Qatar qui facilite Doha aujourd'hui, ils ont une certaine pression par rapport au Rwanda, par rapport aux rebelles. On pensait que la pression de grandes puissances ferait avancer les choses. Mais justement parce que nous avons refusé de faire une lecture objective, rationnelle, de la politique de ces grandes puissances. Quelle est la politique de ces grandes puissances en ce qui concerne la région du Grand Lac? Qui sont le bras séculier de grandes puissances dans la région du Grand Lac? À qui est-ce qu'on a donné le mandat de jouer le rôle du gendarme de l'État proxy dans la région du Grand Lac? Ce n'est pas à nous. Ce rôle, on nous l'a arraché depuis la chute du mur de Berlin, depuis la dislocation de l'Empire soviétique. Ce rôle que nous avons joué durant la Deuxième République, lors de la guerre froide, on a cherché, on a estimé que c'était l'Ouganda qui devait jouer ce rôle ensemble avec le Rwanda. Mais le Rwanda a eu l'avantage de se présenter en gendarme beaucoup plus équipé, plus rationnel, plus sérieux que l'Ouganda. Alors, lorsque nous acceptons de quitter le Rwanda pour Washington, nous avons commis une grosse bêtise. Une grosse bêtise. Une grosse bêtise. Qu'on a cru être un avantage. Qu'on a cru être un avantage. Pourquoi? Parce que c'est toujours un désavantage que d'avoir un médiateur hyper puissant. Parce que lorsque vous avez affaire à un médiateur hyper puissant, il vous impose son agenda. Au mépris même des véritables problèmes pour lesquels vous êtes en train de vous battre. Il vous impose son agenda, il vous impose sa thérapie, au mépris même du diagnostic. Parce qu'aujourd'hui, quand vous écoutez Donald Trump, qui dit par exemple, lors de son dernier passage à l'Assemblée générale, il dit qu'il a fini la guerre
Pour lui, il estime qu'il n'y a plus Il de a fini, guerre. hein? Il a fini la guerre. Maintenant, il faut se poser la question, de quelle guerre est-il Parle-t-il? en train de parler? Lorsque vous écoutez Massa de Boulos, vous vous rendez compte que nous ne naviguons pas dans la même rivière. Nous ne sommes pas en train de voir les mêmes réalités. Et c'est ça le danger, parce que garder la médiation au niveau africain, le Rwanda aurait beaucoup plus de pression qu'au niveau américain. Ah bon? Oui. Comment pourquoi? expliquer ça? Parce que aucun État africain veut d'un Rwanda fort et puissant. Ah, très bien. Parce que les États africains sont tous en train de se battre. Ils sont jaloux de l'hégémonie que le Rwanda est en train d'exercer au niveau de la région. Ça ne plaît pas à l'Angola. Ça ne plaît même pas, attention, Au Burundi non au plus. Burundi non plus. Le Kenya peut accepter que le Rwanda nous pille. Mais le Kenya ne veut pas d'un Rwanda super puissant au niveau de la région. Voyez-vous? La SADC, l'Afrique du Sud, veut d'un Congo faible, mais pas d'un Rwanda puissant. On aurait dû profiter de ces rivalités latentes entre les États africains Pour garder la médiation. pour en garder la Afrique. médiation en Afrique. Mais en allant vers les États-Unis d'Amérique, nous sommes allés vers les parrains du Rwanda, qui à la fois veut nos minéraux, mais ne veut pas de l'anéantissement du Rwanda. Raison pour laquelle... Ils sont partagés, les États-Unis, Ils sont entre les deux. partagés. Est-ce qu'il faut des minéraux? Est-ce qu'il faut anéantir le Rwanda? La question que nous devrions stratégiquement nous poser Oui. au sein de nos laboratoires stratégiques. Est-ce que les Américains peuvent-ils avoir accès à nos minéraux sans fragiliser le Rwanda? Est-ce que les Américains ont forcément besoin d'un Rwanda démystifié, fragilisé, désarmé pour avoir nos minéraux? Pas forcément. Donc, c'est la question la plus importante. Hein? c'était la question parce que un État ne doit pas simplement réfléchir au niveau des cabinets ministériels et au niveau des quartiers généraux des partis politiques. Un État doit aussi faire appel aux études menées ou faites par le think tank, Ok. par des cercles intellectuels. Ouais. Quels sont les scénarios que vous envisagez? Les États-Unis n'ont pas besoin de la paix en République démocratique du Congo pour avoir nos minéraux. Non. Quand est-ce qu'ils En ont... pleine guerre, ils les ont. Non, ils les ont. D'ailleurs, en pleine guerre, c'est beaucoup plus facile pour eux. Donc, allez croire qu'en échange de minéraux, les États-Unis nous donneraient la paix, c'est faisable. Mais l'autre alternative est aussi possible. Et ça, c'est la partie de la pièce que les stratèges congolais n'ont pas voulu voir. Mais, professeur, vous parlez de quel stratège congolais? Vous êtes congolais. Vous en parlez dans une télévision congolaise. C'est tellement intéressant ce que vous dites. Mais pourquoi on n'arrive pas à produire ces genres d'études, ces genres d'analyses pour arriver à la solution? Parce que nous avons minimisé la filiation dont bénéficie le Rwanda auprès de puissances occidentales. La filiation. Oui, c'est-à-dire le parrainage, Parrainage. Ok. la couverture Ok. et même le soutien diplomatico-militaire que le Rwanda bénéficie Des des États-Unis. États-Unis. Nous avons cru que le changement des régimes, ou encore le changement, le fait qu'il y ait un nouveau locataire à la Maison Blanche, Ça changerait. Hein? ça changerait. Et pourtant, détrompez-vous, le fait qu'il y ait des changements au niveau de l'administration ne modifie pas la politique étrangère américaine au niveau de la région. Ok. On a estimé que si les démocrates sont partis, il y a des républicains qui arrivent. Comment pouvez-vous ça peut changer? expliquer que nous disons, nous voudrions faire un partenariat minéré contre sécurité? C'est entre nous et les États-Unis. En bilatéral, Une hein? coopération bilatérale. Merci. Mais les États-Unis estiment qu'on ne peut pas le faire sans faire venir C'est eux qui font venir un le Rwanda un autour de la troisième table. partenaire. Ouais. Quel partenaire? Que nous, on ne l'a pas demandé. Hein? Qu'on ne peut même pas. Au fait, notre partenariat, c'est justement pour fragiliser le L'autre. Rwanda. Ouais. Mais eux, ils estiment qu'on ne peut pas avoir ces partenariats sans faire appel à un troisième partenaire. Qui est qui? Qui est L'agresseur. le frotteur de troubles.
notre agresseur. Et c'est là le blocage. Un État stratège, c'est cet État qui réfléchit en termes de scénarios. Quel est le scénario le plus probant, le plus plausible? Quel est le scénario qui nous ferait moins de mal? Oui, le scénario qui nous ferait moins de mal. Moins de mal. Et comment s'adapter à ces scénarios pour réduire encore sa nuisance si jamais ce scénario devait être appliqué? C'est ce qui nous a manqué. Pourquoi? Parce que justement, nous sommes dans le conjoncturel. Conjoncturel. C'est là que je voulais vous poser la question. Vous allez revenir sur le conjoncturel. Je ne sais pas si ça dit la même chose. Lorsque nous sommes allés aux États-Unis, il y avait quand même cette pression qui venait parce qu'il y avait cette montée de la rébellion. Goma tombe, Bukavu tombe. Il y a d'autres villes qui étaient menacées. On est allé vers les États-Unis. Il y a eu une certaine accalmie. On a maîtrisé les choses. Apparemment, on allait à la fois comme pays et comme pouvoir. Peut-être parce qu'il y a des gens qui estimaient qu'on voulait peut-être sauver la survie de pouvoir. C'est justement ça les problèmes. Qu'est-ce qu'on veut sauver? Le régime ou le pays? On ne peut pas penser sauver le régime dès lors que le régime a pour mandat de sauver le pays. Et le chef d'État ne cesse de le dire. C'est là où le président de la République doit s'émanciper pour écouter, pour entendre plutôt, et ne pas écouter. Okay. Il a le droit d'entendre et ne pas écouter ce que disent certains de ses conseillers. Parce que ce n'est pas lui qu'ils veulent sauver. Ce sont leurs avantages qu'ils veulent sauver. Parce qu'il y a des chantiers qu'il faut terminer. Oui. Parce qu'il y a une deuxième, troisième femme qu'il faut entretenir. Oui. Parce qu'il y a un montant qu'il faut atteindre dans son compte bancaire. Pour se sentir un peu... voilà. Voyez-vous? Alors, lorsque Goma tombe, il y a une certaine effervescence. Vous savez, la diplomatie, les grandes puissances ont une façon de faire la diplomatie. Et la diplomatie, en définition, c'est une théâtralisation. Chacun joue son rôle. Et le rôle, il faut bien le jouer à Ambroise. S'il vous est demandé de faire le deuil, faites le deuil. S'il vous est demandé de faire le rôle de quelqu'un qui est malade, vous ne mangerez pas pendant quelques jours, juste pour perdre quelques poids, afin d'avoir le profil du rôle que vous voulez jouer. Qu'est-ce que les grandes puissances ont fait? Qu'est-ce que le Conseil de sécurité fait? Il nous donne ce que nous demandons. Mais ce n'est pas ce dont nous avons besoin. Vous voulez quoi? Une résolution? Ok. Il donne la résolution. Il vous donne la résolution. Tout en sachant que la fameuse résolution ne va pas vous donner ce dont vous avez besoin. C'est là où nous devons repenser ce dont nous avons besoin. Est-ce que c'est que nous évoquons? C'est pourquoi nous supplions. C'est pourquoi nous allons d'une ville à une autre. C'est narratif que nous portons. Est-ce ce dont nous avons besoin? Et c'est là le problème. Il y a un énorme gap, une inadéquation entre ce que nous disons dans nos discours et ce dont nous avons réellement besoin. Voilà pourquoi, à chaque fois qu'on nous donne, qu'on semble être généré à notre égard, nous chantons victoire diplomatique. Mais quand nous revenons sur le terrain, le ton démystifie les fameuses victoires diplomatiques. Pourquoi? Parce que la diplomatie, c'est du théâtre. Ok. Eh bien, évidemment, lors d'un théâtre, nous sommes ennemis, nous nous insultons. Nous pouvons même nous donner le coup. Mais une fois que nous descendons de l'estrade, nous allons derrière le voile, eh bien, nous nous embrassons. Tu as bien joué ton rôle. Voyez-vous? À telle enseigne que quand vous lisez très bien le fameux partenariat minéré, richesse en échange avec la sécurité, signé avec les États-Unis, vous remarquerez qu'il y a des clauses qui semblent même renier la résolution 2773, qui, elle, se voulait contraignante, qui, elle, considère le Rwanda comme étant l'agresseur.
et la République démocratique du Congo comme étant la victime. Mais au niveau de Washington, ce n'est pas la République démocratique qui est la victime, mais c'est plutôt la République démocratique du Congo qui est la menace, qui justifie les systèmes défensifs du Rwanda en RDC. On a écouté alors la position rwandaise dans cet accord final. Évidemment, c'est pourquoi... Il y a une menace, c'est pourquoi nous avons des mesures défensives. Voilà, nous avons des mesures défensives. Et pour lever ces mesures défensives, qu'est-ce qu'on demande? Ce n'est pas d'abord au Rwanda d'agir, mais c'est au Congo de mettre fin à une mystérieuse collaboration avec les FDLR. Or, à chaque fois que vous entendez évoquer la mystérieuse existence, ce mystérieux FDLR, sachez-le que c'est le prétexte magique. Ah, prétexte magique. Une fois, vous m'avez appris une chose sur ce plateau, lorsqu'on parlait de cette question, vous avez dit que les gens se sécurisent en sortant, on sécurise un objectif en sortant de l'objectif. Alors, en géopolitique, on ne protège pas l'objectif dans l'objectif. C'est toujours en dehors de l'objectif que l'on protège l'objectif. Le Rwanda dit se protéger en sortant du Rwanda, en venant au Congo. S'il est dit, il a raison. C'est comme ça que les États fonctionnent. Alors, est-ce qu'on peut dire que les États-Unis sont tombés d'accord avec le Rwanda à travers cette, en fait, le Rwanda cette approche parce que les États-Unis eux-mêmes aussi font la même chose? Le Rwanda a bien élaboré son mensonge. La République démocratique du Congo a du mal à ficeler, à confectionner sa vérité. Je répète, le Rwanda a bien confectionné son mensonge. C'est au niveau de l'architecture de notre vérité que nous échouons. Ok. Voyez-vous, quand on veut dire la vérité, il ne suffit pas de le dire. Ok. Il suffit aussi de les démontrer dans ce que vous faites au quotidien. Ok. Dans comment vous vous comportez. Très bien. C'est-à-dire, le Rwanda ment. Il ment professionnellement. Nous sommes la victime. Oui. Mais nous avons du mal à adopter un même langage. Déjà au niveau des officiels. Nous avons du mal à parler le même langage. Tel ministre fait une sortie médiatique. Il dit ceci. L'autre fait sa sortie médiatique. Il dit cela. Alors que la moindre des choses, c'est de construire un narratif officiel. Très bien. De manière à éviter de consommer le poison rwandais, mais aussi d'éviter de consommer l'excès de sucre congolais. Ah, il y a trop de sucre du côté congolais. Quand je dis trop de sucre, c'est-à-dire quoi? C'est nous qui sommes victimes. Oui. Mais nous devons être capables de le prouver. Il faut prouver qu'on est victime. Nous sommes victimes. Ils savent que nous sommes victimes. Ils n'ont pas besoin qu'on leur prouve, eux. Ok. Ok. Mais la preuve dont je parle, c'est la preuve qui les oblige à ne plus faire semblant. C'est laquelle? C'est laquelle? Quelle est la preuve en question? Mais justement, construire ces narratifs-là, un pays victimisé, un pays en guerre. Un pays en guerre. Ici, Ambroise, la victimisation ne fait pas de vous victime. Ok. Nous, on n'a pas besoin de la victimisation. Non, non. Parce que même l'agresseur peut jouer à la victimisation. Nous, on n'a pas besoin de jouer à la victimisation. Nous avons besoin d'adopter en interne, comme au niveau de la diplomatie. Il faudrait qu'il y ait une harmonie dans la politique interne et même dans notre politique étrangère pour dire que réellement ce pays est agressé. Exact. Vous comprenez? Et pour ça, il faudrait que nous acceptions, mon cher ami, de démanteler ces mensonges qui durent depuis 30 ans. Le mensonge dont il est question ici, c'est vrai qu'il y a eu génocide au Rwanda. Oui. Personne ne peut le nier. Mais ce génocide qu'il y a eu au Rwanda ne justifie pas les éternelles ou encore les permanentes incursions rwandaises sur le sol congolais. Mais la question qu'il faut se poser,
En attendant qu'on nous écoute, en attendant que la justice internationale dise les droits et tienne compte des victimes congolais, qu'est-ce que nous faisons? Comment est-ce que les armées rwandaises entrent chez nous? Ils y entrent parce qu'il y a un déficit. Un déficit au niveau de notre DSS, c'est-à-dire notre système défensif, sécuritaire et stratégique. Ok. Nos frontières sont poreuses. Nous estimons que nous sommes en guerre contre le Rwanda. Mais nous ne nous posons pas comment Bunagana est tombé. Pourtant, Bunagana est tombé parce que le Rwanda est passé par l'Ouganda. Par l'Ouganda que nous voulons traiter comme étant partenaire. Alors que tout observateur, tout analyste de la situation géopolitique du Grand Lac sait que le Rwanda et l'Ouganda ne font qu'un binôme. Un binôme. Ce sont deux faces de la même pièce. Ce qui m'intéresse, professeur, vous allez continuer, c'est ce que vous dites. Nous nous estimons en guerre seulement par rapport au Rwanda. Par rapport au Rwanda. Pourtant, nous avons 9 voisins. Bon, s'ils décident de nous attaquer, ils vont le faire. Mais parce que les Rwandais ont décidé d'attaquer, nous sommes en guerre. Mais pourtant, avec les autres, nous n'arrivons pas à bien sécuriser nos frontières. Nos frontières sont poreuses partout. Partout. Que font les Bororo chez nous ici? Comment est-ce que le Rwanda entre, les forces rwandaises entrent par Bunagana? Quel est le rôle que les Kenyans jouent dans les stabilités? Voyez-vous? Est-ce que nous sommes en sécurité avec le Congo-Brazza? C'est-à-dire, nous n'avons pas de problème. Mais la question c'est, est-ce que nous sommes en sécurité? Nous n'avons pas de problème, oui, mais est-ce qu'on est en sécurité? Est-ce que nous sommes en sécurité avec le Burundi? Pourquoi le Burundi nous soutient? Pour que Ouvira ne tombe pas. Est-ce qu'il le fait pour nous ou il le fait pour lui-même? Qu'adviendrait-il si le Rwanda assurait au Burundi? Au fait, ce qu'il faut pour le Congo, ce n'est pas seulement la lutte pour devenir un État de droit, mais il faut d'abord devenir un État stratège. Un État stratège, c'est très important. Il faut que le Congo, sans devenir un État militariste, devienne un État d'intelligence. Intelligence ici, pas dans le sens du savoir. Du savoir, oui. Mais comme je le disais, un État avec un dispositif suffisamment équipé, activé par des hommes achevés, instruits, formés, dévoués à la cause nationale, qui soient de véritables animateurs au niveau de la défense, de la sécurité et de la stratégie. Pas des amateurs, pas des copains, pas des membres de partis politiques, mais des hommes au profil qui correspond aux enjeux. Et ce ne sont pas ces hommes qui manquent. Mais le comble, c'est que ces hommes, malheureusement, ne sont pas dans les partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, on recrute dans les partis politiques. On recrute dans les clubs d'amis. Voyez-vous? Il faudrait... Alors, il faut les trouver où? Ils ne sont pas dans des partis politiques. Il faut les trouver où? À l'université. C'est justement ce que fait l'État sérieux, un État stratège. Il ne crée pas des universités juste pour donner aux gens des diplômes. Il crée des universités pour former ses citoyens, qui en retour contribueront au développement du pays. Et ici, le développement n'est pas seulement la construction des infrastructures, mais c'est aussi la protection de ces infrastructures. C'est aussi assurer l'intégrité de ces territoires. C'est aussi aider la nation, aider les pays à compétir. Écoutez, John, plutôt Ambroise, excusez-moi. Mon cher ami Mamba, le Rwanda, c'est la pire distraction que nous avons eue depuis 30 ans. La pire distraction. C'est la bataille entre Goliath et David. Et dans une telle bataille, les gens soutiennent David. Et malheureusement, c'est souvent David à qui on accorde la chance de gagner. C'est qui David? C'est qui? C'est le petit Rwanda. Petit du point de vue
territorial face au géant continental, le Congo. Alors, il faut vite en finir avec cette bataille, avec le Rwanda, pour aller vers ce que j'appelle les batailles vocationnelles de la République démocratique du Congo. C'est quoi les batailles vocationnelles? Ce sont les batailles que le Congo doit normalement penser livrer pour assurer sa vocation et assumer cette vocation géostratégique. Afin de donner raison à Franck Fanon. Afin de jouer notre partition comme étant la nation leader. Et avec qui on doit livrer cette bataille, ce n'est pas avec le Rwanda. C'est avec l'Égypte. Avec l'Égypte. Voilà nos adversaires vocationnels. L'Égypte, le Nigeria. On n'en parle pas, on ne parle pas. Mais justement, parce que notre politique étrangère s'est mise dans une caisse qu'on appelle la conjoncture. Et qui mène cette conjoncture? C'est le Rwanda. C'est-à-dire, nous, on ne sait plus faire. Tout ce que l'on fait, c'est finir avec le Rwanda. Tout ce qu'on veut faire, c'est faire plutôt pour se battre contre le Rwanda. Mais le Rwanda nous distrait, nous empêche. On est hanté par le Rwanda. C'est derrière les mots. On est hanté par le Rwanda et ceci nous empêche de nous projeter vers les véritables batailles vocationnelles. Batailles pour lesquelles la République démocratique du Congo existe. Nous devons compétir avec l'Égypte. Qu'est-ce qu'il y a à l'Égypte? Qu'est-ce qu'il y a au Nigeria? Parce qu'eux, ils sont en train d'ambitionner d'être les puissances africaines. On ne peut pas parler normalement de trois grandes puissances africaines sans qu'on ait la République démocratique du Congo. Ça serait trahir Lumumba. Ça serait trahir Kimbangu. Ça serait trahir les enfants de nos enfants qui, eux, n'ont pas besoin d'apprendre qu'ils doivent aussi être formés pour se battre contre le Rwanda. Non, le Rwanda n'est pas notre adversaire vocationnel. Voilà pourquoi, je l'ai dit et je vais le répéter, toutes les fois que l'Afrique du Sud vient au chevet de notre lit, ce n'est pas pour nous aider, c'est parce que l'Afrique du Sud sait que s'il y a une nation dans l'Afrique subsaharienne qui peut l'empêcher, lui, elle, d'être ce pays leader de l'Afrique, c'est le Congo. Est-ce que nous comprenons ça ou non? Et qu'est-ce que nous en faisons? Un État ne vit pas dans le présent. Il vit dans le temps. Et c'est quoi le temps? C'est le passé, c'est le présent, c'est le futur. Le présent, c'est le laboratoire du futur. C'est-à-dire toute la politique qui est menée aujourd'hui. Nous devons même à un moment donné d'accepter, faire comme Poutine l'a fait lorsqu'il arrive au pouvoir en 2000, 2001, 2002. C'est une Russie balbutiante. C'est une Russie qui a du mal à se tenir debout. Mais il s'est imposé cette autarcie. Il s'est imposé cette abnégation. L'abnégation. Pour exhumer la mémoire de l'Empire soviétique. Et aujourd'hui, on ne peut pas conjuguer le monde, aller à la troisième personne du singulier sans évoquer la Russie. Même quand elle est faible économiquement. Lorsqu'on la sanctionne, on vote des embargos contre lui, il recourt à la politique de la résilience. Quelle est la place de l'abnégation au Congo, professeur? La place de l'abnégation au Congo dans une instabilité politique entre deux régimes. On est en 2018. Il suffit de voir. Le régime Kabila part, il laisse le régime Tshisekedi. Ils ont des problèmes aujourd'hui. On n'a pas un problème de régime. Détrompez-vous, on a un problème d'homme. L'homme congolais, vous et moi, ne sont pas suffisamment formés. Formés spirituellement, moralement, intellectuellement, scientifiquement, civiquement, mystiquement. Nous ne sommes pas suffisamment formés pour piloter. Je ne parlais pas des dirigeants simplement, je parle de l'élite et de l'homme congolais dans son ensemble. On peut changer autant de régimes. Oui, on peut changer autant de régimes. Ça ne changera pas dès lors que nous ne savons pas de quoi nous souffrons. C'est quoi notre problème? Écoutez l'universitaire congolais, écoutez l'homme politique congolais, l'évocation du Rwanda, rien que l'évocation. Je sais qu'on va m'insulter certainement quand j'essaie d'être lucide et rationnel. Quand on dit Rwanda, l'intellectuel congolais arrête de réfléchir. C'est l'émotion
qui remplace la raison. Ah, ok. Pourquoi tu n'as pas insulté? Pourquoi Le Rwanda est en train de surfer sur le non-État Que nous sommes. Et que nous ne voulons pas lâcher. Le Rwanda est en train de surfer sur les divisions politiciennes que nous entretenons. Le Rwanda est en train de surfer sur l'immoralité institutionnelle et politique qui nous caractérise. Mais qui est qui pour arrêter ça? Qui pour arrêter ça? On ne peut pas comprendre qu'on soit dans un pays maturé depuis plus de 30 ans et que l'on donne les salaires comme nos autorités. C'est inconcevable. Et l'homme blanc n'est pas bête. Ouais. Il lit votre mémo, mais il a ses ambassades chez vous. Ouais. Il dit, mais ils disent qu'ils sont en guerre. Ils disent qu'ils sont agressés, mais regardez comment ils vivent. Il n'y a pas d'austérité. Voilà. Parce que pour faire la guerre, il faut le moyen. Et je ne pense pas que ce soit le moyen qui manque. Mais les moyens sont mal orientés. Les moyens vont dans les salaires. Alors, pour revenir un peu au processus des Doha, bon, Oui. on l'a déjà assimilé à Luanda et Nairobi. Il y a eu la condamnation à la peine de mort de Joseph Kabila, l'ancien président de la République, qu'on a accusé d'être des mèches avec l'AFC M23. Est-ce que vous estimez que cette condamnation à mort peut impacter sur les autres processus de paix? Évidemment, oui. Évidemment. La justice a dit ce qu'elle a pensé être juste. Elle a dit ce qu'elle croit être le droit. Et je ne sais pas juger ce jugement. Mais en tant qu'intellectuel, en tant qu'analyste, en tant que quelqu'un qui se passionne dans l'étude des États qui veulent compétir, qui veulent devenir émergents et se construire une posture de la puissance, je place cet événement, j'appelle ça événement, parce que c'est la toute première fois qu'un président, depuis notre accession à l'indépendance, soit jugé. On a eu des présidents tués, on a eu des présidents qui ont été démis par coup d'État, mais qu'un président vivant soit jugé et condamné à mort, c'est un événement. Il y a 4 dimensions. Première dimension, c'est la dimension de la justice judiciaire. La dimension judiciaire, Ambroise, c'est que ça c'est une bonne chose. Si on peut interpeller un ancien chef d'État, cela signifie que tout le monde peut être interpellé. C'est bien. C'est le côté positif de la chose. C'est le côté positif de la chose. Mais parce que c'est un chef d'État, un ancien chef d'État, un sénateur à vie dont on a levé les humilités, qui a été à la tête du pays pendant plus de 18 ans, tous nous nous attendons pour voir de quoi est-ce qu'on l'accuse. Il aurait été beaucoup plus élégant que les preuves pour lesquelles on le condamne soient indiscutables. Indiscutable, oui. Il fallait que les preuves soient indiscutables. Voilà. Ce qui allait dissuader même ceux qui dirigent les institutions aujourd'hui pour dire la justice qu'on avait traitée des malades, pour laquelle on avait organisé des états généraux, cette justice est en train de se requinquer. Elle peut frapper n'importe qui. Il aurait fallu que les preuves soient indiscutables. Ben écoute, mais malheureusement, quand on regarde ce preuve, je crois que apparemment les services de renseignement n'ont pas donné aux avocats de la République le preuve, ou soit ils ont dit ça, non, pour des raisons stratégiques, pour des raisons on ne les donne pas. De la sûreté, on ne les donne pas. Okay. Et c'est un problème, parce qu'il faut le prouver. Deuxième dimension, c'est la dimension politique. Okay. Dimension politique parce que nous sommes en pourparlers. Nous avons un sérieux problème, ce n'est pas Kabila, c'est l'occupation de nos territoires par les M23 soutenus par le Rwanda. C'est ça le grand problème. Kabila peut mourir aujourd'hui, je ne le souhaite pas. Et l'occupation va moi, je suis homme de Dieu, je ne le exact. souhaite pas. Mais l'occupation ne va pas prendre fin parce que Kabila n'est plus. Et là, voyez-vous, même si c'était lui qui était à la tête, il ne va pas dire, allez, empliez vos bagages, nous quittons. Non, non. Parce qu'ils ont besoin de garantir ces gens-là. Ils ont commis des atrocités.
Voyez-vous, leurs biens sont confisqués, ils ont besoin de garanties. Et ces garanties-là, ce n'est pas auprès des Kabila qui les auront, c'est auprès de l'État congolais. Voilà pourquoi ils tiennent à tout prix à ce que nous allions dans le... Donc, cette arrestation peut aussi avoir une incidence, ralentir, créer plus de suspicion et mettre encore, diluer davantage la confiance que les antagonistes ont besoin d'avoir lors de pourparlers. Eh bien, ils peuvent dire, apparemment ici, on veut une chose et son contraire. Ça, c'est du point de vue politique. Du point de vue diplomatique, le monde nous regarde. Nous signons à Doha. Washington nous le dit. Massad Boulos le dit au mois de septembre, aux Nations Unies. Oui, il parle de la nécessité d'un dialogue. Il va même jusqu'à évoquer une affaire congolaise. Du point de vue diplomatique, les gens se disent, mais est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment de procéder, de faire ces jugements et d'annoncer, d'avoir ce verdict qui condamne à mort, ok, l'ancien chef de l'État? Est-ce que les autres vont croire en nous? Finalement, qu'est-ce que nous voulons? Parce que si réellement nous voulons négocier avec les M23 et que c'est l'ancien président Kabila qui serait à la tête, bon, c'est un peu compliqué. Et aussi en allant de cette manière-là, en tout cas, je n'ai pas la prétention de tout comprendre, mais je me permets de réfléchir à haute voix. Est-ce qu'on ne donne pas au président Kabila, est-ce qu'on ne lui arrache pas les possibilités de se comporter ou de revenir se comporter en bon citoyen? Est-ce qu'on ne lui arrache pas les possibilités de revenir en bon citoyen, se comporter en bon citoyen? Parce que là, il s'est condamné à mort. Oui. Qui risque de jouer le tout pour le tout. C'est là où Sun Tzu, dans l'art de la guerre, parle de la nécessité d'éviter d'humilier son ennemi. Un ennemi qui n'a plus rien à perdre est plus dangereux, un ennemi 3 fois mieux armé. Quand vous m'avez tout pris, eh bien je n'ai plus rien à perdre. Vous comprenez? Ça, c'est du point de vue diplomatique. Qu'est-ce que l'on parle? Du point de vue sociologique, sociopolitique, je dirais même. Nous avons un problème. Le chef de l'État ne cesse de le dire. Il faut travailler pour reconstruire la cohésion nationale. La question est simple. Kabila, ce n'est pas le PPRD. Exact. Il a une assise sociologique. Hein? Il a quand même... Dès 18 ans. Je sais, Kabila, ce n'est pas ma tasse de thé. Moi, je ne fais pas la politique. Ouais. Ce n'est pas simplement le PPRD. C'est la question que les autres pourraient se poser. Ceux qui croient, pas à son retour, je ne souhaite pas qu'il revienne au pouvoir, non, 18 ans c'est suffisant. Qui croient en lui. Qui croient en lui. Qui croient qu'au-delà de toutes les erreurs qu'il a commises, il y a 2-3 choses pour lesquelles l'on devrait le féliciter. Minime soit-elle. Est-ce que ces verdicts consolident la cohésion nationale ou bien ces verdicts satisfait simplement un groupe d'individus qui le considèrent comme étant une menace? Voyez-vous? Est-ce que c'est un groupe qui est satisfait? Ou bien, est-ce que la guerre va s'arrêter? Parce que Kabila est-ce que Kagame a besoin d'un Kabila libre ou condamné à mort pour continuer à piller le Congo? Non. C'est la question la plus importante. Est-ce que Kagame a besoin d'un Kabila libre ou condamné à mort? Est-ce que quand on les condamne à mort, Kagame arrête-t-il de piller? Non. Tout ça parce qu'on n'a jamais su le vrai problème de Kagame. Même le pillage de nos richesses, il en profite, mais son vrai problème, ce ne sont pas nos richesses. Détrompez-vous. Donnez à Kagame tout ce que l'on veut comme richesse, il continuera à nous déstabiliser. Est-ce que ça équilibre les rapports de force, la condamnation de Kabila? Ça équilibre les rapports de force? Avec qui? Parce qu'on lui impute en fait, la coordination de l'AFC, le M23, et que le M23 et l'AFC occupent les deux provinces, cette occupation qui se prolonge.
Prions que cette On condamnation... peut considérer ça comme une carte à présenter lors de... Mais le comble, c'est que aussi les condamnés à mort peuvent faire assez que, même s'il se trouvait demain dans un autre pays, qu'on ait du mal à demander à ce qu'on puisse l'arrêter. Ouais. Parce qu'on saura qu'on va l'exécuter. Voilà. Est-ce que ce n'est pas une carte blanche qu'on lui donne aussi pour sûr qu'il est? Donc, il circule et il revient après des années. Donc, je pense... Pourvu que vous demeuriez au pouvoir aussi éternellement. Voilà. Mais aussi, c'était une mauvaise jurisprudence, un très mauvais précédent. Surtout pour un parti qui a prôné la démocratie. Démocratie suppose pouvoir par les peuples, pour les peuples, avec les peuples. Abraham Lincoln. Mais démocratie signifie aussi le respect des lois. En premier, la Constitution, qui, elle, limite le nombre de mandatures. Pourquoi? La longévité des dictateurs au pouvoir n'est pas seulement due du fait de la boulimie du pouvoir, mais c'est aussi pour des besoins de protection. Parce que le pouvoir devient pour les dictateurs la meilleure cachette, la meilleure forteresse. De peur qu'une fois en dehors du pouvoir, les crimes commis, crimes économiques, crimes humains, ainsi de suite, je serai l'objet de poursuites. Maintenant, condamner un ancien président, c'est bien beau. Mais je ne parlais pas du président de la République actuel. Oui, mais il y a des gens qui en parlent. Vous n'en parlez pas. Moi, je n'en parlais pas. Mais celui qui pourrait venir après lui, ou encore le troisième, le quatrième qui viendra après lui, risque de craindre, après avoir commis des erreurs, après avoir commis des fautes graves, pour dire, bon, puisque j'ai déjà commis ces fautes graves, ma seule sécurité, c'est de rester au pouvoir. Ça, c'est dangereux. Voilà. Pourtant, la loi portant statut des anciens présidents de la République élus avait été initiée pour faciliter l'alternance. C'est vrai que c'était une loi conçue sur mesure. Oui. Okay? Il y a lieu de retoucher cette loi. Mais il faut faire les choses et les faire bien. Sans émotion. Alors, maintenant, au stade actuel, professeur, nous sommes en train de chuter avec notre émission. Au stade actuel, il y a l'usure. Vous avez parlé de la conséquence des l'usure dans cette affaire. Il y a la prolongation qui profite à l'ennemi. À l'ennemi. Massad Moulos a parlé de la pièce maîtresse du puzzle qui se trouve être, selon lui, le M23. La pièce maîtresse du puzzle. Oui. Avec qui nous demandons... Le M23 a pris toute sa place. Oui. Et on a congolisé l'affaire, enfin. On a congolisé l'affaire. Pourquoi? C'est ça l'une des conséquences quand on a un médiateur trop grand, trop vieux, trop puissant, pourrais-je dire. Il vaut mieux qu'on se batte entre toi et moi. Mais si on va voir papa, il impose. Il impose. Pourquoi? Parce que il n'a pas que ça à faire. Ouais. Nous ne constituons pas sa priorité. Mais au niveau de la SADC, au niveau de la région, je le répète, personne ne veut de cette guerre, mais aucun État africain qui a des ambitions hégémoniques, je cite l'Angola, l'Afrique du Sud, les Kenyans. Les Kenyans ne veulent pas être surplantés par le Rwanda. Malgré ce partenariat qui existe entre eux. Même l'Ouganda, les binômes, ne veut pas. Voyez-vous, n'oubliez pas qu'ils se sont livrés une forte bataille sur le territoire congolais, à Kisangani. À Kisangani. Parce qu'à chaque fois que l'un vient piller... Ils ne veulent même pas qu'ils s'étendent au niveau des litouris. Hein. Ils ne veulent pas que... Parce que c'est notre plate-bande, notre chasse gardée. Alors, personne ne veut d'un Rwanda fort. Donc, on aurait plus gagné avec une certaine lenteur, en restant avec des négociateurs ou des médiateurs que l'on peut appeler, à qui on peut envoyer des émissaires, et même solliciter soit une invitation, soit un déplacement pour aller discuter, que d'aller à la Maison-Blanche. Parce qu'à la Maison-Blanche, on peut aller 4 ou 5 fois aux États-Unis sans être reçu. Sans être reçu. Pourquoi? Parce que... Et en plus, c'est qui est à la Maison-Blanche? C'est un président atypique, phénoménal,
qui n'est pas politicien, Oui. qui réfléchit avec un pragmatisme capitaliste. Oui. C'est l'intérêt qui compte. Quand il voit le Congo, il ne voit pas les individus. Oui. Il voit le sous-sol. Oui. Quand il voit l'Ukraine, il voit les terres riches. Voyez-vous? Si déjà il n'a pas peur de trahir Poutine, à qui il déroule le tapis rouge à l'Alaska, juste 2 jours après, il promet à l'Ukraine de lui envoyer à combien plus forte raison la RDC. Voilà pourquoi. Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce qu'on a compris ça? Et comment s'est comporté à ce stade? Comment se comporter à ce stade? Le porte de la liberté ne s'ouvre et ne se ferme que de l'intérieur, jamais de l'extérieur. Il y a les menaces maintenant sur terrain, la menace du M23 qui surgit encore. Qui surgit parce que le M23 estime que depuis que cette crise a commencé jusqu'à aujourd'hui, l'armée congolaise ne fait que perdre de poids. Qu'est-ce qui fera que le Rwanda ait peur du Congo? C'est quand le Rwanda, en regardant avec ses lunettes, il voit le Congo, pas seulement comme une menace, mais avec une force de frappe capable de mettre à plat son système militaire. C'est là que le Rwanda va nous respecter. Mais aussi longtemps qu'au Congo, en pleine guerre, on dira, grâce aux FARDC et aux vaillants Wazalendo, on ne gagne pas comme ça. Lorsqu'on continuera à faire appel aux mercenaires, mais aussi que c'est tout le monde qui sait qu'il y a des mercenaires, on ne gagnera pas. Parce que le seul outil dont dispose un État pour assurer, l'outil principal, pour ne pas être exclusif, l'outil principal dont dispose un État pour assurer sa sécurité, c'est ce que j'appelle ses initiales, sa sûreté, sa sécurité, sa défense. DSS. Yeah. Mais regardez dans quel état ça se trouve chez nous. J'encourage ce que les Wazalendo font. Mais j'aimerais dire à nos dirigeants, attention, ça c'est une grosse bombe à retardement. Alors, parce que le temps qui nous a été imparti a fini, vous avez dit que le Congo a la vocation de devenir un État stratège. Oui. Pas la vocation, la nécessité. La nécessité. Il a la vocation de devenir un État puissant dans les top 3 du continent africain. Mais pour cela, le préalable, c'est de devenir un État stratège. Un État au regard de tous ces vérités. On regarde ce qui se passe au Rwanda. Pas seulement au Rwanda, demain l'Angola peut nous attaquer, oui, mon cher ami. Quand on voit qu'il y a eu les génocides, on la reconnaît que c'est vrai. En 1994, le Rwanda a mis en place un système sécuritaire, mais jusqu'aujourd'hui, le Rwanda a reconnu... Il a aussi mis en place un véritable appareil diplomatique. Ok. Oui. En gardant 60% des mêmes personnes qui ont travaillé par le passé. Justement parce que le Rwanda n'est pas dans le conjoncturel. Il est dans une quête de la survie. Pourquoi? Le vrai problème du Rwanda ne sont pas les richesses du Congo. C'est l'étroitesse de son territoire. Il doit élargir son espace. Et ça, ce n'est pas Kagame qui le dit d'abord. C'est avant tout Habyarimana, qui en 1986, lors d'une visite qu'il rend au maréchal Mobutu au parc de Virunga, lui demandera de l'espace pour mettre ce bétail. Et Mobutu, qui aimait Habyarimana, lui accorde. Le lendemain, le service de Mobutu était étonné de voir qu'Habyarimana avait déjà fait la délimitation. Il savait ce qu'il allait voir. Et l'espace qu'il demandait était trop vaste pour les bétails. Quand le pasteur Bizimungu, c'est ça, Bizimungu, l'ancien président rwandais, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les objectifs que le Rwanda doit poursuivre, à l'époque où il est président, Kagame est vice-président, ministre de la Défense, il dit que les objectifs que doit poursuivre le Rwanda, c'est la révision de la conférence de Berlin. Le problème du Rwanda, le problème de l'Ouganda, c'est l'espace. Donc quand les Congolais pensent que le Rwanda est là pour piller, vous vous trompez. Le pillage, c'est parce qu'il y a un vide en face. Ah, parce qu'il y a un vide. Il y a un vide en face et qu'ils ont besoin de minerais pour construire leur hégémonie. L'usure dont on parle ici, ça risque de nous conduire vers la partition, vers la balkanisation. Mais le problème, c'est que ce Rwanda est resté sérieux dans son combat.
Depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, plus de 60% des animateurs sont les mêmes. C'est-à-dire, ils ont développé une certaine expertise. Ils ont développé avec les mêmes personnes. Les mêmes personnes. Pendant 30 ans. Pendant 30 ans. Mais chez nous, c'est presque chaque 6 mois qu'il y a de nouveaux acteurs. Chaque 6 mois, en fait, on ne sait pas. Même si on pouvait changer des acteurs de premier plan, mais il faudrait qu'il y ait des intelligences qui ont mené ces études-là, soit derrière, pour conseiller. Parce qu'en face, nous avons un ennemi qui fonctionne dans le structurel. Et vous ne pouvez pas tenir qu'en étant dans le conjoncturel. Nous avons fini, professeur. C'est tellement intéressant. J'aurais voulu vous garder encore pendant longtemps sur ce plateau pour continuer. Un mot de la fin pour ce soir. Ben écoutez, nous continuons à croire. Moi, je crois à la résilience. Je crois au sursaut. Je crois que, comme les Chinois le disent, chaque crise n'est qu'une opportunité. Je crois qu'on peut se relever soudain, nous, dirigeants et intellectuels, dirigeants politiques, peuple congolais, religieux, regardons dans la même direction. Ne nous laissons pas berner par les Américains. Aux Israélites, aux Israéliens, ils donnent des drones. Aux Ukrainiens, ils donnent des armes. Pourquoi nous allons nous contenter des visites des pasteurs américains? Nous voulons nous aussi un véritable soutien qui nous permet de mettre fin à cette guerre. Je crois à l'avenir de ce pays et chacun de nous a besoin de mettre la main dans la pâte. Merci, docteur Silas Mimile Makangu. Nous rappelons que vous êtes professeur à l'Université pédagogique nationale, UPN, spécialiste des questions liées à la géopolitique et à la géostratégie, consultant en leadership. Merci. Je suis aussi pasteur. Ah, vous êtes pasteur, justement. Ça, j'avais oublié. Hein. Vous êtes pasteur. Oui. Exactement. Merci d'avoir été sur ce plateau. Non, c'est moi qui vous remercie. Merci. Mesdames et messieurs, je pense que vous avez aimé cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On vous retrouve prochainement pour d'autres numéros. On va le faire revenir. Ne vous en faites pas. À bientôt.